Alors qu'il était sur le point de battre son adversaire, la connexion s'est soudainement coupée. Yarale a enfilé son manteau et est parti pour l'école. En attendant son transport, il a commencé une autre partie. Deux de ses camarades de classe ont remarqué qu'il ne ratait jamais une occasion de jouer, même sur le chemin de l'école ou pendant la 7e heure de cours, bien qu'il soit toujours premier aux examens, ce qui le rendait un peu excentrique à leurs yeux. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant lui et un homme immense en est descendu. Les spectateurs se sont dispersés dès qu'ils l'ont vu, laissant Akira seul face au géant qui s'est jeté sur lui. Réagissant rapidement, Akira a sauté sur un vélo à proximité et s'est enfui, bien que le géant se soit lancé à sa poursuite. Décidant de triper la rencontre comme s'il s'agissait d'une partie de jeu, Akira a tiré le géant vers un bâtiment parfait pour tendre un piège. Là, il a attaché une corde à une grande cuve et a lancé l'autre extrémité vers le pied de son adversaire. Quand le géant bougea, la cuve tomba sur lui, mais au lieu d'être affecté, il vola simplement droit vers Akira. Au bon moment, Akira attrapa une barre de fer et la planta dans le ventre du géant, faisant jaillir du sang de son dos. À ce moment-là, une femme nommée Nyan apparut et le félicita d'avoir survécu, bien qu'elle remarqua avec regret que son combat était inutile. En un métier, elle y arracha le bras. Il tomba, du sang l'éclaboussant partout, en souhaitant avoir un jeu dans lequel il pourrait vraiment gagner. Quelques instants plus tard, il se réveilla au milieu d'une fête bruyante, entouré par une foule. En regardant son bras, il vit qu'il était intact, mais sa main était menotée. Nyan réapparut, se présentant comme la sorcière et souhaita la bienvenue à tout le monde, annonçant qu'ils avaient tous été choisis comme cobayes pour son projet. Elle expliqua que leur nom avait été effacé des registres nationaux, ce qui signifiait que, pour la société, ils étaient considérés comme morts et sans droit, à l'exception de ceux qu'elle leur accordait. Lorsqu'un des spectateurs l'interrompit, elle transforma sa main en canon et tira sur lui, le faisant s'effondrer mort devant tout le monde. Les autres comprirent rapidement qu'elle ne plaisantait pas. Elle leur dit que chacun d'eux possédait une capacité spéciale et que c'était la raison de leur présence ici. Bien que les empreintes qu'ils portaient limitaient leurs mouvements et les empêchaient d'utiliser leur pouvoir, ces dispositifs se déverrouilleraient automatiquement lorsque leur couleur passerait du rouge au vert après 5 secondes, leur permettant ainsi d'utiliser leur capacité librement, sans aucune sanction, même s'ils blessaient ou tuaient quelqu'un. Nyan s'approcha alors d'Akira avec un sourire en coin, remarquant qu'il semblait prendre plaisir à ses jeux. Elle se tourna vers la déléguée de classe, Tatara, et lui demanda si elle lèverait la main avant de poser des questions, comme elle le faisait à l'école. Tatara secoua simplement la tête. Puis elle se tourna vers Kirisaki, le traitant de délinquant et faisant remarquer que cette ambiance lui rappelait sûrement un cours magistral qu'il devait détester. Komajiri demanda alors pourquoi ils étaient là, mais elle esquiva la question. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle avait tué un homme alors qu'elle aurait pu l'arrêter sans le tuer, elle répondit que c'était parce qu'il était mauvais. Une autre fille intervint, affirmant que Nyan avait prémédité ce tour de magie, ce à quoi Nyan répliqua qu'elle faisait simplement preuve d'intelligence. Yuri demanda alors pourquoi il les avait spécifiquement choisis, puisqu'elle savait toutes deux. Nyan répondit qu'elle les avait choisis au hasard, comme s'ils avaient gagné à la loterie. Yang interrompit, annonçant que la séance de questions-réponses était terminée et que la première épreuve serait un combat en un contre un. Tout le monde serait emmené dans des salles privées pour explorer et entraîner ses capacités. Akira rentra dans sa chambre, ses emprunts furent retirés et il y eut une note posée sur la table. Elle décrivait un combat qui se terminerait soit par l'inconscience, la mort ou l'abandon. À côté se trouvait un autre papier scellé contenant des informations sur sa capacité. En le lisant, il fut stupéfait et se demanda comment l'utiliser au mieux. Dans la salle de contrôle, Nyan observait tout le monde, remarquant qu'Akira était son préféré. Soudain, la zone trembla et Akira comprit que quelqu'un testait sa force. Il se demanda, et si quelqu'un avec une capacité dangereuse essayait de me tuer? Comment réagirais-je? Se rappelant de commentaires de Nyan sur l'absence de sanctions en cas de meurtre, il comprit qu'elle les avait attirés dans un piège pour qu'ils s'entretuent. Le premier combat commença. Akira fit face à son adversaire, Kirisaki, qui attrapa un bâton et déclara qu'il détestait l'école, conseillant à Akira d'abandonner car il allait forcément perdre. Au lieu de cela, Akira continua d'avancer. Lorsque le combat commença et que les chaînes se déverrouillèrent, Kirisaki transforma son bâton en épée et poursuivit Akira, qui esquiva ses coups en utilisant les chaises comme adeuil. Akira quitta rapidement la salle de classe, mais Kirisaki le suivit dans une zone sombre. Là, Akira tenta quelques ruses, mais son adversaire resta impassible et lui dit que son temps était écoulé, qu'il ferait mieux d'abandonner. Dans un retournement soudain, Akira sortit de l'obscurité avant qu'il avait hésité à utiliser son pouvoir à cause de sa dangerosité. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Nyan sourit et dit « Maintenant, le spectacle commence ». Au moment où Kirisaki se jeta sur lui pour en finir, Akira leva la main, la transforma en canon nucléaire. L'explosion projeta Kirisaki au loin et son arme reprit sa forme normale. Akira le prévint de se rendre ou de mourir, et Kirisaki obéit, déclara Akira vainqueur. Dans la salle de contrôle, Nyan sourit à Yang, faisant remarquer que le combat valait le coup d'œil.
Yang demanda alors pourquoi Akira n'avait pas utilisé son canon dès le début. Yang expliqua que son pouvoir ne résidait pas vraiment dans le canon, c'était bien plus rusé que ça. Sa véritable capacité consistait à faire croire à son adversaire que son pouvoir était exactement ce qu'il attendait. Akira retourna ensuite dans sa chambre accompagné des gardes, ayant décidé de participer au programme, mais il prévoyait déjà de faire regretter à Mion de lui avoir donné ce pouvoir. Yuri était assise dans sa chambre, repassant en boucle une conversation avec ses deux amies. L'une d'elles avait demandé si elles pourraient sortir ensemble, et Yuri avait répondu qu'elle n'avait pas l'argent, qu'elle travaillait dur mais préférait économiser. Alors que ses amis discutaient, elle remarqua un petit chiot glader avec caresser. Quand Yuri tendit la main pour le toucher, le chien aboya soudainement, la faisant sursauter. Ses amis essayèrent de la rassurer en disant que ce n'était qu'une coïncidence, mais elle insista sur le fait qu'elle détestait les coïncidences. Elle se rappela alors d'un incident antérieur où elle avait fait un jeune homme pleurer dans la rue sans que personne ne fasse attention à lui. Elle s'était approchée de lui et lui avait offert un mouchoir, pour découvrir plus tard qu'il était un pervers qui s'était mis à la suivre partout. Elle regretta alors de lui avoir fait confiance. En rentrant chez elle, elle fut surprise de voir sa mère lui présenter un homme qu'elle avait rencontré par hasard dans un bar. Yuri se sentit dégoûté et fit remarquer que tous les hommes que sa mère amenait de ces endroits étaient les mêmes. L'homme plaisanta avec sa mère sur le fait qu'elle avait réussi à avoir une fille adulte qui paraissait encore jeune, et sa mère expliqua que son amant avait une petite fille dont ils devaient tous les deux s'occuper. Yuri ne prêta aucune attention à la conversation et partit sans rien dire. En sortant, Yuri croisa le même jeune homme qu'elle avait aidé plus tôt, maintenant debout sur un toit, semblant prêt à se suicider. Elle courut vers lui pour essayer de le sauver, mais il lui demanda comment elle savait où il se trouvait, affirmant qu'il avait l'impression qu'ils étaient reliés par un fil invisible. Yuri lui cria d'arrêter de parler, insistant sur le fait qu'elle se fichait il meurt du moment qu'il arrêtait de l'embêter. Il insista en disant que si elle ne répondait pas à ses sentiments, il mourrait sur le champ. À contre-cœur, Yuri s'approcha et tendit la main. Il sourit, disant qu'il avait toujours su qu'elle ne le laisserait pas tomber, tout comme lors de leur première rencontre. Mais Piken l'attrapa, ils perdirent tous les deux l'équilibre et tombèrent du bâtiment. Soudain, Yuri se réveilla dans son lit, presque persuadée qu'elle était de retour dans son ancienne chambre, mais elle se dit que le suicide de la femme, réclama Kanan, n'était qu'un rêve. Lorsqu'elle essaya de quitter sa chambre, elle découvrit que la porte n'avait pas de poignée, comme si elle était réellement emprisonnée. Elle se mit à craigner et à donner des coups de pied de colère, affirmant qu'il était impossible qu'elle soit enfermée là simplement par hasard. Dans la salle de contrôle, Nyon l'observait avec intérêt, se demandant quelle était la nature de son pouvoir, tant que Yang faisait remarquer que Yuri était une candidate très prometteuse. Après avoir lu la note concernant son pouvoir, Yuri se demanda comment l'utiliser. En posant sa main sur le mur, elle fut choquée lorsque des morceaux de celui-ci se brisèrent. Malgré cela, elle se rendit compte que cela semblait inutile. De retour dans la salle de contrôle, Yang fit remarquer avec sarcasme que Yuri avait peut-être espéré avoir un pouvoir qui lui permettra de s'échapper. Yuri s'assit en pleurant, se souvenant du jour où elle avait prévu de quitter la maison après que ses économies aient presque atteint 1 million de yens, pour finalement rentrer et trouver Jiria, la fille de l'amant de sa mère, seule à la maison. Lorsqu'Yuri demanda à quelle heure son père était parti avec sa mère, Jiria répondit que c'était ce matin-là et qu'il n'avait même pas pris de petit déjeuner. Alors Yuri prépara un repas pour elles deux, et elles mangèrent ensemble. Jiria complimenta sa cuisine, et Yuri expliqua qu'elle cuisinait depuis qu'elle était petite. Elle s'occupa de Riria jusqu'à ce qu'elle s'endorme, convaincue que sa mère finirait par rompre avec son amant, même si elle ne pouvait pas oublier les paroles de sa mère plus tôt, disant que sa vie s'était effondrée parce qu'elle avait donné naissance à Yuri par hasard. Sa réveil fut brusquement interrompu par une annonce indiquant que le match allait commencer. Les gardes la conduisit jusqu'à l'arène de combat, où elle fit face à un adversaire redoutable. Je lui dis que, lorsqu'il l'avait vue, il avait ressenti de l'espoir parce qu'il pouvait distinguer les gens à leur odeur, et que la sienne montrait qu'elle était encore vierge. Il s'approcha d'elle lourdement, et elle lui ordonna de reculer, ne menaçant de le frapper. Il l'ignora, déclarant au contraire qu'il adorait l'odeur des jeunes filles. Lorsque les chaînes se déverrouillèrent, Yoni s'élança en avant, esquivant son contact. Impressionné par sa rapidité de réaction malgré sa taille, il fit remarquer qu'elle était exactement son genre préféré. Cela mit Yuri hors d'elle, et elle jura de l'écraser sans hésiter, surtout après l'avoir appris qu'il faisait du mal aux jeunes filles. Soudain, l'homme arracha ses vêtements et se jeta sur elle, la saisissant dans ses bras et exigeant qu'elle rit pas d'elle, car il sentait sa peur. Il se rappela alors un incident antérieur où une fille l'avait menacé après l'avoir passé une journée avec lui, exigeant de l'argent en échange de son silence, une rencontre qui s'était terminée par sa mort, après quoi il était devenu accro à la traque et à la soumission forcée de jeunes adolescents. Le simple fait d'entendre le mot « coïncidence » mit Yuri hors d'elle. Rassemblant ses forces, elle arracha sa main et le repoussa, déclarant qu'il allait bientôt comprendre ce que cela faisait de blesser quelqu'un de plus faible que soi. L'homme, choqué, serrait sa main blessée, incapable de croire qu'elle le défiait. Elle ne lui laissa pas le temps de réagir. Elle bondit en avant et lui assema un coup de poing puissant qui le fit chanceler. Tout le monde comprit alors qu'elle possédait la capacité de multiplier sa force physique par 5. Son adversaire s'effondra, inerte,
et sa victoire fut proclamée. Yang observait avec stupéfaction la précision avec laquelle Yuri utilisait son pouvoir, tandis que Yuri se murmurait à elle-même qu'elle reprenait chez elle quoi qu'il arrive. Ailleurs, Akira était assis dans sa chambre, savourant des sucreries tout en regardant le flux de surveillance, jurant d'écraser tout le monde grâce à sa puissance. Il commença à réfléchir à la manière d'exploiter son don sans attirer l'attention des organisateurs du programme, supposant qu'il pouvait peut-être lire ses pensées mais préférait le laisser tranquille pendant qu'il l'évaluait. Il esquissa un sourire en coin, affirmant qu'il allait leur montrer à quel point il était vraiment fort. Son pouvoir lui permettait de suivre et de percevoir les pensées des autres sans jamais se fatiguer, mais il se demandait d'où venait cette énergie. Soudain, Nan apparut à ses côtés, expliquant que son énergie était puisée dans la durée de vie, ce qui signifiait qu'à chaque fois qu'il utilisait son pouvoir, quelqu'un quelque part dans le monde mourait. Avant qu'il ne puisse vraiment assimiler ses paroles, elle sourit et dit qu'elle plaisantait. Cela ne le rassura pas du tout. Bientôt, un garde arriva et le conduisit vers la prochaine AM, où il fut emmené dans une pièce contenant 4 autres personnes. Il comprit alors qu'il s'agirait d'un combat en groupe, 5 contre 5, et qu'il n'avait que 2 heures pour se préparer à ce qui les attendait. Après la fin de l'explication du programme, Yuri fit remarquer que c'était très court, tandis qu'Akira se demandait intérieurement comment il allait pouvoir rester assis avec des personnages aussi bizarres pendant 2 heures. Il supposa que le but était peut-être de les forcer à s'entretuer, rendant les combats de danse inévitables, ou de les obliger à coordonner leurs efforts avec leur équipe à mesure que chacun découvrait les capacités des autres. Sa véritable capacité est que tout ce que son adversaire pense être son pouvoir devient réellement le sien, et Karasaki croyait que son pouvoir était le canon. Il se demanda s'il devait leur révéler la vérité sur son pouvoir, mais l'un d'eux prit la parole, suggérant qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils élaborent des plans en tant que camarades. Il se présenta comme Sawatari et expliqua que sa capacité était de transformer des boutons en cordes. Yuri m'interrompit, critiquant cela comme un simple tour amusant qu'elle considérait comme un fardeau. Lorsqu'on lui demanda quelle était sa capacité, elle répondit qu'elle multipliait sa force physique par 5, ce qui laissa tout le monde stupéfait. Karasaki annonça que sa capacité était de transformer un bâton en épée, tandis que Komagiri déclara qu'il pouvait devenir invulnérable pendant 2 secondes, un commentaire qui surprit Sawatari puisqu'il était le moins puissant d'entre eux. Komagiri ajouta qu'il n'avait aucune intention d'utiliser quoi que ce soit qui aurait été implanté dans son corps par le personnel du programme sans sa permission, soulignant qu'il était catcheur professionnel. Quant à Akira, il cacha sa véritable capacité en prétendant que son pouvoir était de transformer sa main en canon, ce qui poussa Sawatari à râler sur le fait d'avoir une capacité inutile. Lorsqu'Yuri lui demanda comment il s'en sortirait dans un combat en main contre un, il répondit qu'elle pouvait deviner en regardant son pouvoir, tandis qu'Akira lui-même réfléchissait à nouveau à l'idée de révéler sa véritable capacité à son étude. Il comprit que s'il découvrait son vrai pouvoir, il pourrait facilement l'annuler, alors il décida de ne le révéler qu'à la bonne personne. Une fois que tout le monde s'était présenté, Sawatari proposa que chacun démontre concrètement sa capacité. Il demanda à Akira ce qui était arrivé à la blessure de Karasaki, ce qui surprit tout le monde. Akira expliqua que Karasaki avait été son adversaire lors d'un combat en un contre un. Aussitôt, Sawatari s'enthousiasma, soulignant que cela signifiait que Karasaki avait perdu. En réponse, Karasaki le menaça de le tuer s'il ne se taisait pas, précisant qu'il n'avait reçu que des soins médicaux minimaux, des bandages et des antidouleurs. À ce moment-là, Akira commença à se demander qui dirigeait vraiment l'endroit, supposant que sa capacité ne fonctionnait peut-être que contre des ennemis déclarés et lors de confrontations directes, ce qui faisait des bagarres de gang une bonne occasion de découvrir son véritable effet. Il apprécia le côté téméraire de Sawatari, qui avait révélé sa capacité sans hésiter, détournant ainsi l'attention de lui. À l'approche de l'heure du match, Akira demanda à Yuri jusqu'à quelle hauteur elle pouvait sauter grâce à son pouvoir. Elle sauta directement vers le plafond, le rassurant en lui disant qu'elle l'avait atteint sans effort. Les gardes les emmenèrent alors sur le lieu du match. Là, Akira lui demanda si sa force musculaire avait été multipliée sans augmentation de poids, l'accusant de l'avoir trompé avec ses vêtements. Elle répliqua, mais il répondit qu'il l'avait remarqué à son saut. À ce moment-là, Sawatari leur ordonna de tuer leurs adversaires si l'occasion se présentait, ce qui choqua tout le monde. Il leur rappela que Mian avait expliqué dès le début qu'il ne serait pas puni pour cela et on les pressa de se préparer s'ils ne voulaient pas mourir. En entrant dans la salle de combat, ils trouvèrent 4 personnes tandis que la 5e était cachée, ce qui suscita des questions sur la raison de cette absence. Le système annonça que chaque membre serait appelé pour un combat en main contre un et que les résultats des affrontements détermineraient l'équipe gagnante. Le premier tour opposa Sawatari à Rin. Sawatari fit remarquer que des bagarres de bande s'étaient transformées en duels individuels ressemblant à du judo, tandis qu'Akira comprit que de tels combats n'obligeaient pas tout le monde à révéler ses capacités, même s'il était certain qu'il y avait une signification cachée derrière le programme. Dès que les emprunts furent levés, Ran demanda à Sawatari d'abandonner par courtoisie. Il exprima son admiration pour sa proposition, mais laissa entendre qu'il soupçonnait qu'elle cachait quelque chose sous sa tenue, qu'elle pourrait posséder un pouvoir unique. Elle retira sa tenue, surprenant tout le monde, puis lui dit qu'elle ne le laisserait pas se retirer sans contrepartie.
À la place, elle allait lui offrir quelque chose. Il expliqua qu'il ne souhaitait pas blesser de femme, mais qu'il ne pouvait pas reculer et proposa de régler cela à pile ou face, où le perdant se retirerait. À ce moment-là, Akira observait Sawatari, convaincu que son pouvoir n'était pas adapté au combat, tandis que Komagiri pensait que le pouvoir de Rin représentait une menace pour Sawatari et prédisait son propre retrait. Yori devina que c'était un homme bien qui n'exploitait pas son pouvoir. Puis Rin parut à surface tandis que Sawatari choisit pile. Au moment où la pièce fut lancée, Rin est surpris avec ses armes tranchantes. Tout le monde fut choqué par sa trahison, mais elle s'excusa, expliquant qu'elle avait prévu de le tuer depuis le début et avait profité de sa brève distraction pour frapper. Karasazaki demanda à Akira quel était le pouvoir de Rin, mais il répondit qu'il l'avait observé attentivement sans pouvoir le déterminer, car elle bougeait à peine, pourtant ses armes apparaissaient soudainement. Yori tenta de s'approcher de Sawatari, mais ses coéquipiers la mirent en garde. Pendant ce temps, Karasazaki râlait qu'il n'arrivait pas à suivre Rin pour la forcer à résilier son pouvoir avant d'être tué. Peu après, les ambulanciers arrivèrent et emmenèrent Sawatari. Yori et Komagiri empêchèrent Karasazaki de mentionner la personne qui venait de mourir. Akira était agacé de voir à quel point ils étaient affectés par la mort de Sawatari, tandis que Rin faisait remarquer qu'une bagarre avait éclaté dans l'autre équipe et conseillait à ses camarades de rester soudés. Elle demanda alors à son équipe s'ils étaient contrariés qu'elle ait tué Sawatari, expliquant qu'il lui avait dit que son pouvoir était mortel et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de se défendre. Akira tenta d'apaiser la situation, disant qu'il était important d'en parler, mais que ce n'était pas le bon moment. Ensuite, le prochain combat fut annoncé entre Komagiri et Tartaria. Komagiri s'avança, insistant sur le fait que la survie était désormais la priorité. Karasazaki remarqua que l'adversaire de Komagiri semblait calme malgré la carrure imposante de Komagiri et se demanda si cela était dû à la puissance de son pouvoir. Lorsque le combat commença, Komagiri tenta d'éviter de répéter l'erreur de Sawatari en esquivant une charge téméraire. Puis il courut soudainement pour pousser son adversaire hors du ring sans le blesser. Tartaria leva la main en signe d'abandon, déclarant sa défaite. Cela surprit Yori, qui supposa que son pouvoir n'était pas vraiment adapté au combat, tandis qu'Akira pensait qu'il était encore trop tôt pour juger de la force des autres membres de l'équipe adverse. Après être retournée auprès de son groupe, Tartaria expliqua qu'elle avait copié la capacité de son adversaire mais n'avait pas réussi à la comprendre, ce qui la laissait complètement impuissante. Elle n'a eu que 0,2 secondes, rendant toute victoire impossible. Pendant ce temps, Rin a failli l'étrangler, l'accusant d'avoir mis son adversaire sur la défensive au lieu de le pousser à révéler son pouvoir. Tokumyo-jan réussit à calmer Rin et lui assura que son pouvoir leur donnerait l'avantage au prochain tour. Rin relâcha alors le coup de Tartaria et remercia Tokumyo-jan, qui répondit qu'ils étaient des camarades. Malgré cela, elle craignait secrètement Rin, réalisant que copier les compétences d'un adversaire avec une force 10 fois supérieure à la sienne ne lui donnerait aucune chance contre Komagiri. Ensuite, les tours suivants furent annoncés entre Karasazaki et les Tokumyo-jan. Dès que les emprunts furent retirés, Tokumyo-jan sortit sa fronde et tira une balle sur Karasazaki, pensant que la première attaque lui assurait la victoire. Il la bloqua facilement avec son bâton, puis il se rendit compte qu'elle était elle-même une combattante redoutable et il déclara qu'il était prêt à se battre aussi brutalement qu'elle, transformant son bâton en épée. Il la chargea et elle recula, choquée. Karasazaki lui offrit la possibilité d'abandonner, mais elle pensa à ce que Rin pourrait lui faire et refusa de perdre. Akira ordonna alors à Karasazaki d'en finir immédiatement. En réponse, Tokumyo-jan lança une série de balles sur lui, déclarant qu'il était temps de passer aux choses sérieuses. Karasazaki commença à esquiver ses attaques, pariant qu'elle finirait par manquer de munitions. Cependant, elle le coinça avec une rafale de balles, lui coupant tout qui fut. Je lui demanda si elle essayait de le piéger, lui rappelant son pouvoir de trancher n'importe quoi. Elle lança alors sa dernière balle sur lui, qu'il trancha en deux avec son épée, confirmant ainsi qu'elle n'y arriverait pas. Mais soudain, elle bondit avec sa fronde, déclarant qu'il lui en restait encore une, et s'élança pour l'attaquer directement, mais fut prise au dépourvu lorsqu'il brisa sa fronde avant qu'elle ne puisse tirer. Elle supposa qu'il avait caché un couteau, mais il expliqua qu'il était logique de fendre l'un de ses bâtons en deux pour garder une partie à transformer en épée au moment opportun. Comprenant sa tactique, elle se vit contrainte d'abandonner lorsqu'il lui ordonna de le faire. Elle admit que son arrogance et son excès de confiance lui auraient donné une chance de gagner, puis le surprit en lançant une boule sous ses pieds qui grossit, le souleva jusqu'au plafond et le mit KO, déclarant ainsi sa victoire. Plus tard, ce fut au tour d'Akira d'affronter Kitajima. Yori exprima son inquiétude quant à sa possible défaite, mais il affirma qu'il n'avait aucune chance de perdre et avertit des conséquences pour l'équipe perdante. Komagiri lui conseilla de ne pas prendre cela à la légère, ce qui poussa Akira à réfléchir au véritable but de leur implication, se demandant s'il s'agissait vraiment de s'entretuer. Il en conclut qu'il n'était pas tué, mais soigné afin qu'il puisse continuer à se battre. Lorsque le combat commença, Akira se tourna vers Karasaki, lui reprochant d'avoir sous-estimé ses adversaires et une équipe en danger. Il pointa alors sa main vers lui pour activer le canon,
laissant tout le même stupéfait. Cependant, il s'excusa rapidement après l'avoir tiré le canon contre le mur à côté de lui, disant que ce n'était qu'une blague. Kitajima fut choqué par son comportement, se rappelant sa peur constante de devenir Aob. Dès lorsqu'il fut face au canon d'Akira qui arrivait sur lui, il se trouva la force de l'esquiver. Akira remarqua alors que tout le monde pensait que son seul pouvoir était le canon. Puis soudain, sa main se transforma en canon alors qu'il comprenait les conditions de son activation. Déterminé à ne pas tuer Kitajima, il tira plusieurs salves. Cependant, aucun tir ne toucha sa cible et ils finirent par s'estomper. En réalisant que Kitajima possédait une capacité d'annuler les pouvoirs des autres, Akira l'immobilisa en lui soulevant les mains du sol pour l'empêcher d'utiliser son pouvoir. Cela força Kitajima à se rendre et Akira fut déclaré vainqueur. Quelques instants plus tôt, Akira avait dû utiliser sa capacité de zone, affirmant qu'il allait tirer sur Karasazaki. Cela a mené à une bagarre entre eux, au cours de laquelle Akira a compris que son pouvoir nécessitait un affrontement mutuel avec son adversaire pour être activé. Après être sorti du ring, Karasazaki attrapa Akira par le col, lui demandant pourquoi il avait tiré sur lui. Akira répondit que c'était pour leur bien. Yuri remarqua que le canon était puissant, tandis que Komagiri commenta que la force de l'adversaire semblait faible comparée à la sienne. Akira comprit finalement que son pouvoir dépendait de l'identité de l'utilisateur et de la façon dont il l'utilisait. Ensuite, c'était l'affrontement entre Yuri et le Hoshino déguisé, le jeune Mahout qui la suivait depuis un moment. Hoshino entra en déclarant que même la mort ne pourrait le séparer de Yuri. Elle lui demanda comment il avait survécu à sa tentative de suicide et jura de le vaincre, le menaçant alors qu'elle entrait sur le ring. Komagiri se sentit mal à l'aise, pensant que son pouvoir n'était peut-être pas menaçant, mais Akira le rassura. Une fois les entraves levées, Hoshino ouvrit les bras vers Yuri, prêt à absorber sa colère grâce à sa capacité à durcir son corps. Cependant, elle les surprit avec un coup de poing puissant qu'il envoya s'écraser au sol et fissura le sol, déclarant sa victoire sous les yeux des bails de tous. Akira comprit alors que sa capacité ne se limitait pas à renforcer sa poigne. Elle multipliait toutes ses capacités physiques pendant le combat. Plus tard, Nyon fit son apparition, félicitant l'équipe et annonçant qu'il passerait bientôt au 3e programme, tout en leur demandant ce qu'ils attendaient comme punition pour l'équipe perdante. Ensuite, tout le monde fut bandé les yeux et emmené dans la salle de punition, où Akira se demanda si l'équipe perdante allait être torturée ou exécutée. À leur arrivée, ils furent surpris de découvrir que la punition consistait à forcer les perdants à servir les gagnants tout en portant des vêtements d'humiliants, avec Hoshino et Kitajima assis dans un coin en train de boire de l'eau. Nyon murmura à Akira que ce n'était pas la punition à laquelle il s'attendait pendant que l'équipe s'asseignait pour manger. Kran prit l'initiative de les servir, essayant d'en apprendre plus sur Akira, mais il l'ignora et demanda à Yuri de lui servir une assiette, ce qu'elle fit en se plaignant de la douleur à son poignet après l'avoir frappé Hoshino. Akira remarqua sa blessure et lui attacha la main avec un mouchoir, lui demandant de ne pas bouger, ce qu'elle avoua trouver attendrissant. Pendant ce temps, Karasazaki se vanta auprès de Tartaria et lui demanda du thé, mais Akira le critiqua en lui rappelant ses échecs. Yuri se précipita pour le soutenir tandis que Tartaria le remercia de l'avoir défendu, bien qu'elle ait été surprise lorsqu'il devina qu'elle était encore au collège alors qu'elle était en réalité lycéenne à cause de sa petite taille. Nyan annonça alors le début du 3e programme, confirmant que la véritable punition restait à venir et que le port du costume de lapin n'avait pépé qu'un simple divertissement. Après cela, les gardes ordonnèrent à tout le monde de suivre les couloirs et les instructions. Ils réalisèrent qu'ils allaient être séparés et pourraient même devenir ennemis lors de la prochaine confrontation. Karasazaki promit à Akira de se venger, tandis que Komagiri leur ordonna de ne pas mourir d'ici là. Avant de se séparer, Akira dit à Yuri que le mouchoir avait une grande importance pour lui depuis l'enfance, lui promettant de le lui rendre plus tard. Ensuite, ils se souhaitèrent mutuellement de rester en sécurité et prirent des chemins différents. Akira entra dans une pièce et trouva un téléphone sur la table. Dès qu'il le prit, il entendit par le haut-parleur que les menottes allaient être retirées et qu'il devait prendre son téléphone. Il y avait son poids qu'il devait rassembler mire. Il se demanda qui était tout ce que le programme avait à offrir quand soudain une porte s'ouvrit devant lui. Il la franchit et se retrouva dehors après heure visite. Il informa que toute personne qui tombait au sol dans le complexe dans la demi-heure gagnerait 10 points. Il se mit à courir en râlant sur la faiblesse de la récompense. Il supposa que d'autres joueurs avaient déjà commencé le 3e programme, mais il était mal parti car il ne savait toujours pas comment fonctionnait le programme. Quelques instants plus tard, Katsuya vit Baralaut, levant la main pour montrer qu'il n'était pas là pour se battre mais pour le recruter. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer davantage, Yuri apparut derrière lui, poursuivi par plusieurs hommes. Essoufflé, elle expliqua qu'un groupe de personnes louches était passé trousse. Alors que les poursuivants se rapprochaient, ils s'étonnèrent de sa rapidité. En voyant Katsuya, l'un d'eux fit remarquer que leur patron serait ravi s'ils arrivaient à le kidnapper. Ils se présentèrent alors comme équipe du Drapeau Rouge. L'un d'eux s'enthousiasma, croyant à tort qu'Akira était une fille, pensant ainsi pouvoir capturer 2 filles. Mais son partenaire le corrigea,
disant qu'il s'agissait en fait d'un garçon, et un autre avertit Katsuya de ne pas se battre, proposant d'échanger Yuri contre le fait de le laisser tranquille. À ce moment-là, Katsuya transforma son bâton en arc et les visa avec défi, insistant sur le fait qu'il ne livrerait pas les enfants juste pour se sauver lui-même. Il ordonna alors à Akira et Yuri de s'enfuir. Soudain, Matsushita transforma sa main en canon, ce qui poussa Yuri à dire à Akira qu'elle avait un canon similaire. Sans hésiter, Akira tira avec son canon sur l'équipe du Dragon Rouge, ce qui poussa l'un d'eux à ordonner à ses hommes de le capturer. Ni et ses compagnons tentèrent de balancer, mais Katsuya les intercepta avec une volée de flèches. Les trois réussirent à s'échapper, mais Matsushita ordonna alors de tirer sur le trio en fuite. Akira se retourna et tira aussi avec son canon, et les deux décharges de canon se percutèrent, provoquant une énorme explosion. Quand l'équipe du Dragon Rouge reprit ses esprits, Akira et ses compagnons avaient déjà disparu. Plus tard, Katsuya remercia Akira et Yuri de lui avoir sauvé la vie, mais Akira protesta, affirmant que c'était lui qui les avait sauvés en premier. Il demanda alors quelle était la philosophie de l'équipe verte, remarquant que Katsuya n'avait pas hésité à exhiber ses capacités plus tôt. Yuri demanda alors quelle était la différence entre l'équipe verte et l'équipe rouge. Il expliqua qu'il s'alliait de groupe. La plupart des gens du troisième programme jouaient en équipe. Lui faisait partie de l'équipe verte, tandis que l'équipe rouge était dangereuse, dirigée par deux personnes aux capacités démentielles. Il les emmena ensuite rencontrer son patron dans un endroit qui ressemblait à un village. En chemin, ils croisèrent Asoka et son nourrisson, remarquant que le bébé ne portait pas de menottes. Katsuya expliqua que le bébé, Taro, était mis là-bas alors que sa mère était enceinte de 3 mois à son arrivée. Il s'occupait de l'enfant pendant l'absence de la mère. Lorsqu'Yuri prit le bébé dans ses bras et fit une remarque sur son poids, le trio poursuivit sa route vers leur chef. À leur arrivée, Katsuya les conduisit dans une salle de réunion et le laissa un moment jusqu'à ce que son patron soit appelé. Akira et Yuri en profitèrent pour partager leur bonheur de s'être enfin retrouvés. Akira dit à Yuri que si elle n'était pas venue belle-même, il aurait dû partir à sa recherche. Akira remarqua aussi que les villageois semblaient robustes, ayant manifestement construit une grande base où ils entretenaient leur équipe et accueillaient même de nouveaux membres. Peu après, le patron, Shirasashi, fit son apparition et les accueillit chaleureusement, félicitant Katsuya de les avoir sauvés. Akira insista cependant sur le fait que c'était lui qui les avait sauvés en premier. Le patron les rassura en leur disant qu'il serait en sécurité avec son groupe, puis proposa à Akira de rejoindre l'équipe verte en expliquant qu'il manquait de membres aux capacités solides. Katsuya demanda alors quelle était la capacité de Yuri, précisant qu'elle pourrait aussi rejoindre l'équipe si cela ne la dérangeait pas. Yuri répondit que sa capacité était de multiplier sa force physique par 5. Katsuya et son patron furent tous deux stupéfaits, car une telle capacité était extrêmement rare. Le patron félicita Katsuya, pensant qu'avoir à la fois le canon et la multiplicatrice pourrait complètement changer leur situation. Ensuite, il expliqua que le troisième programme consistait à collecter des points en accomplissant des tâches fixées par l'organisation et que ces points pouvaient être utilisés pour acheter des ressources comme de la nourriture, des boissons et des médicaments. Il ajouta que l'objectif principal était d'atteindre 1000 points. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois au village, les groupes étaient petits et agiles, sans aucune lutte pour les points, mais les choses ont changé lorsqu'une équipe a commencé à s'agrandir rapidement, incluant des dizaines de membres. Au début, le patron ne s'en inquiétait pas, mais il a vite appris que ce groupe en fait des gens pour des raisons sans rapport avec les tâches. Yuri a deviné qu'il faisait référence à l'équipe rouge, tandis qu'Akira a fait remarquer que l'équipe rouge ne cherchait même pas à se qualifier pour le programme suivant. Ensuite, le patron a expliqué que personne ne voulait vraiment rester dans cet endroit, mais que personne n'était certain que le prochain programme serait meilleur. Ainsi, l'équipe rouge visait à exploiter des capacités puissantes et à collecter suffisamment de points pour acheter des ressources afin de transformer ce monde dans leur propre royaume en profitant de ceux qui auraient des capacités faibles. Pendant ce temps, les membres de l'équipe rouge étaient punis pour avoir échoué à capturer Akira. Leur chef, Ogami, était furieux et ordonna à son partenaire, Kran, de servir du vin à ses hommes. Mais dès que l'un d'eux s'approcha, Ogami le frappa violemment, leur rappelant qu'il avait menacé de les tuer s'ils échouaient. Puis le second chef, Kurowa, intervint, déclarant que cela ne le dérangeait pas de discipliner les hommes tant que cela ne menait pas au chaos. Il avertit que quiconque tâcherait ne serait-ce qu'une goutte de sang sur ses vêtements ou ses chaussures serait tué sur le champ. Ensuite, il ordonna qu'on emmène les blessés, se demandant avec curiosité comment Akira avait réussi à s'échapper, puisque ses capacités ne semblaient pas se limiter au simple canon. Shirasashi expliqua alors à Akira qu'il avait créé l'équipe verte pour protéger les plus faibles de la tyrannie de l'équipe rouge, mais qu'il existait aussi une troisième équipe avec ses propres méthodes, l'équipe bleue. Alors que l'équipe rouge exploitait les faibles et que l'équipe verte s'y opposait, l'équipe bleue restait neutre. Shirasashi insista sur le fait qu'il avait besoin du soutien d'Akira et de Yuri pour combattre l'équipe rouge, et Yuri accepta immédiatement de le rejoindre. Mais la véritable surprise survint lorsque Akira fit un geste inattendu. Il tenta d'utiliser son pouvoir pour prendre Shirasashi en otage, voulant décider lui-même de l'équipe qu'il rejoindrait.
Encore plus étonnant, son Kanon disparut, lui laissant se demander si cela était dû à la capacité du boss d'annuler les pouvoirs des autres ou s'il n'avait jamais vraiment cru posséder un pouvoir de Kanon dès le départ. Yuri tenta de le convaincre de baisser la main, mais soudain il retrouva son Kanon, puis le boss lui ordonna de tuer. Lorsqu'Akira tira sur le boss, il fut surpris par la capacité de ce dernier à dévier le tir du canon. Yuri le réprimanda et il s'excusa. Pendant ce temps, Shirazaki remarqua qu'Akira semblait tester leur chance de battre l'équipe rouge sous sa direction. Même si, ultérieurement, Akira le considérait comme un leader rusé, il n'arrivait pas à croire qu'il ait jamais vraiment mis un canon. Peu après, Momoko frappa à la porte, annonçant qu'un grand groupe de personnes était arrivé, ce qui poussa Shirazaki à commenter que cela pourrait bien les sortir de leur léthargie. Cependant, Katsuya fit remarquer qu'il n'y avait pas assez de chambres, alors Akira suggéra que Yuri partage la sienne avec lui. Ils se dirigèrent vers la chambre, laissant Yuri sous le choc à l'idée qu'elle allait séjourner avec lui. Akira s'excusa, disant qu'il n'avait pas le choix car il devait lui dire quelque chose d'important. Il lui tendit un papier et lui dit que ce qu'il y était écrit était extrêmement important. Après l'avoir lu, elle découvrit que sa véritable capacité était la télépathie, ce qui l'étonna. Il expliqua qu'il pouvait gagner s'ils fusionnaient leurs esprits. Pendant un instant, elle se sentit bête, pensant qu'il allait lui avouer ses sentiments. Mais à la place, il lui demanda de fermer les yeux et d'imaginer que ses sentiments allaient l'atteindre. Yuri obéit, lui réussir à communiquer par télépathie. Il lui ordonna ensuite de ne parler que de cette manière plus tard, craignant que la chambre ne soit surveillée. Lorsqu'elle demanda qui pouvait les surveiller, il répondit que c'était le patron qui ne leur faisait pas confiance. Ces mesures de sécurité signifiaient qu'il douta de tout, surtout par qu'ils étaient si puissants. Alors Akira suggéra qu'ils travaillent d'abord ensemble, promettant d'expliquer tout plus tard. Au cours de leur conversation, ils parlèrent de Raya. Yuri supposa que Raya avait dû souffrir en apprenant la nouvelle de sa mort et demanda quelle avait été la réaction de ses parents. Il répondit qu'il n'avait que son père et que celui-ci ne se soucierait pas de sa disparition. Son objectif n'était pas de rentrer chez lui, mais de terminer le jeu et d'affronter Nyan pour lui avoir donné ce pouvoir. Akira demanda alors à Yuri de lui serrer la main en signe de confiance, lui promettant de la ramener chez elle, et lui fit promettre de garder son pouvoir secret. Après avoir serré la main, il expliqua que son pouvoir n'était ni le canon, ni la télépathie. C'est le pouvoir de faire croire aux autres qu'ils possédaient n'importe quelle capacité qu'ils imaginaient. Yuri était stupéfait. Et à ce moment-là, ils reçurent un appel de Mian annonçant une mission de massacre massive et le début du jeu de la chasse aux ghouls à 9 h, leur demandant d'être prêts et d'aller se coucher tôt. La nouvelle parvint au chef du Grabo Rouge, qui décida de se débarrasser des esclaves pendant cette mission, se demandant ce que Mian préparait. Le matin, Shirazaki rassembla tout le monde, expliquant qu'il s'agissait de l'une des missions de Mian. Il appela tous ceux ayant des capacités spéciales à se joindre à eux, dans le but de récolter des points, et insista sur la nécessité de suivre les plans du chef sans prendre de risques inutiles. Il divisa les groupes et plaça Akira et Yuri ensemble dans une équipe séparée de seulement 2 personnes, pensant que leur capacité fonctionnait mieux ainsi, tandis que Kirisaki apparut avec 2 personnes qui ne voulaient pas participer. Au début de la mission, Yuri demanda à Akira quelle était sa capacité, et il confirma qu'il pouvait utiliser n'importe quel pouvoir que les autres croyaient qu'il possédait, lui rappelant leur accord. Plus tard, Akira pensa qu'après l'avoir découvert qu'il pouvait chercher des informations avec son téléphone, il n'avait rien prouvé concernant les capacités, ce qui signifiait que le système de pouvoir mentionné par Katsuya devait être inventé par les joueurs eux-mêmes. Cependant, il comprit que des indices surviendraient si quelqu'un découvrait sa véritable capacité, alors il décida d'agir avant que quelqu'un ne puisse le prendre pour cible. Il comprit aussi que révéler sa véritable nature à Yuri mettrait sa vie entre ses mains. Après que leur groupe eut atteint la zone cible, Mian les rejoignit et poussa les ghouls vers leur groupe, annonçant que la mission se terminerait par la mort soit des ghouls, soit des joueurs, et que chaque ghoul tué rapporterait 30 points. Le compte à rebours commença et le combat débuta. Shirazaki apprit bien les rôles. Il ordonna à l'équipe de défense de contre-attaquer pendant que les restricteurs immobilisaient les ghouls, permettant ainsi à l'équipe exclue de les achever en les neutralisant et en leur tranchant la tête. Akira utilisa son Kamon pour attaquer l'une des ghouls, rassurant Yuri qu'il pouvait les écraser grâce à la puissance doublée de l'arme. Une gouille tenta de frapper Wano, le chef de l'équipe B, mais il bloqua l'attaque grâce à sa capacité à durcir son corps, tandis que Jushima, le chef de l'équipe C, se déplaçait rapidement en utilisant son pouvoir de téléportation. Bien remarqua qu'Akira était profondément impliqué dans le combat et se demanda combien de temps il tiendrait ainsi. Soudain, le chef de l'équipe rouge apparut avec Terniwa et assena un énorme coup de poing à l'une des ghouls, un geste qui surprit Shirazaki, qui ne s'attendait pas à le voir arriver avec ses compagnons. Akira demanda alors à Yuri de limiter sa puissance, mais il fut surpris lorsqu'elle sauta directement sur la ghoul. Au même moment, Mian discuta avec Ogami et Kenriwa pour savoir pourquoi il ne participait pas malgré les préparatifs, bien que Kenriwa lui ait dit de ne pas se mêler de ça. Bientôt, les participants commencèrent à s'enfuir. Kenriwa supposa que Shirazaki cachait quelque chose qu'il ne voulait pas que les autres voient.
C'est pour cette raison qu'il avait amené de nombreux esclaves afin que les Ghouls les attaquent, forçant ainsi Shirasashi à les défendre au lieu de battre en retraite. Puis Shirasashi ordonna le sauvetage des esclaves, tandis qu'Akira intervint pour sauver Tataya. Lian fit soudain exploser l'un des sites, libérant un monstre gigantesque, et annonça au chef du Drapeau Rouge qu'elle avait péri.